Tout le monde pense qu'il n'est qu'un simple villageois sans pouvoir, mais il s'avère être le plus grand roi de l'histoire. Il y a longtemps, un homme a transformé Grey-Rose d'orphelin à conquérant de la terre entière. Personne ne pouvait lui résister, et ceux qui essayaient étaient impitoyablement rayés de la planète. Cependant, même avec toute la puissance du monde, il se sentait insatisfait de sa vie parce qu'il était seul. Puis un jour, il s'est soudainement retrouvé à se noyer dans une mer sans fond, et une voix lui a demandé de chercher la lumière dans sa prochaine vie. Le roi réalisa qu'il venait de mourir, et l'instant d'après, il ouvrit les yeux dans une pièce faiblement éclairée avec deux inconnus se penchant sur lui. Ils l'appelaient Arthur et n'arrêtèrent pas de se dire à quel point leur fils leur ressemblait. Même s'il n'avait aucune idée de qui étaient ces gens, ni où il était maintenant, il réalisa qu'il était né de nouveau avec toute la conscience et les connaissances de sa vie passée. Le grand roi, qui n'est plus qu'un simple nourrisson, trouve sa nouvelle vie en tant qu'Arthur incroyablement embarrassante. Il ne contrôle pas très bien son corps et se comportait comme un enfant pendant que ses parents nettoient ses couches le remplissent de honte. Un jour, Arthur voit son père utiliser la magie pour renforcer son corps afin de pouvoir labourer leurs champs d'un seul coup de poing, puis sa mère le soigner après qu'il se soit blessé. C'est la première chose qui le rend curieux, et il réalise que ce monde n'est pas la Terre parce qu'il y a de la magie. Bientôt, Arthur découvre que son père est un aventurier qui sort souvent chasser des monstres avec ses amis. Il en déduit que puisque tous les habitants de ce monde sont autorisés à conserver des armes, ce doit être un endroit dangereux, et décide de devenir fort le plus tôt possible pour se protéger. Malheureusement, ce jour est encore loin, car pour l'instant, il n'est qu'un bébé qui commence à s'endormir dès que sa mère lui chante une berceuse. Cependant, il surmonte bientôt sa frustration à ce sujet et commence à apprécier ces moments paisibles car dans sa vie passée, il était toujours sous la menace d'assassins le ciblant dans son sommeil. Quelques mois passent et Arthur commence enfin à ramper dans la maison. Il fait semblant de dormir pour que sa mère le laisse tranquille, puis se faufile dans la bibliothèque de leur maison où il commence à chercher des informations sur ce monde dans les livres. Il découvre que le continent sur lequel il vit a un pays de nains au sud et un pays d'elfes au nord. Le pays humain est gouverné par un roi, mais contrairement à sa vie passée, le fils du roi devient le nouveau roi dans ce monde, et il n'y a pas de lutte à mort pour le trône vacant. Il trouve ensuite un autre livre qui lui parle de la magie, et Arthur réalise que la magie est la raison pour laquelle ce monde est si arriéré en termes de science et de technologie. Il apprend qu'environ 1% de la population peut utiliser la magie et que la capacité magique d'une personne est souvent déterminée par la capacité de ses parents. Le livre lui dit qu'il existe deux principaux types d'utilisateurs de magie. Premièrement, il y a les amplificateurs qui utilisent le mana pour renforcer considérablement leur capacité physique et se battre comme des guerriers. La deuxième catégorie est celle des conjurateurs qui peuvent non projeter du mana hors de leur corps comme les magiciens. Arthur réalise que son père est un amplificateur, mais il pense que sa mère n'est pas une conjuratrice typique à cause de ses pouvoirs de guérison. Il décide d'arrêter d'y penser et continue de lire les moyens de devenir un utilisateur de magie. Le livre lui dit que pour utiliser la magie, il faut avoir un noyau magique qui se forme en concentrant le mana à l'intérieur du corps en un seul point. La plupart des gens ne peuvent y parvenir qu'à la puberté, et il leur faut des années pour créer un noyau de mana fort et utilisable. Arthur cependant connaît déjà un concept similaire. Dans sa vie antérieure, il pouvait manipuler l'énergie interne de son corps appelée Kai, et former un noyau de Kai à l'intérieur de son corps était comme former un noyau de mana. Arthur commence à concentrer son mana à l'intérieur de son corps, espérant qu'il pourra faire le premier pas pour devenir fort dans ce monde. Mais au moment où il est sur le point de former son noyau de mana, sa mère le trouve et le ramène dans son lit. 2 ans passent, en un éclair, et un jour, pendant que la mère d'Arthur est occupée à écrire une entrée de journal à son sujet, il sort pour apprendre l'art de l'épée avec son père. Alors qu'il continue de manier un bâton de bois comme une épée, sa mère sort et elle est incroyablement furieuse contre son mari d'avoir appris à leur fils à utiliser une épée alors qu'il vient d'apprendre à marcher. Ce n'est pas nouveau pour Arthur qui a maintenant réalisé que sa mère est la véritable chef de la maison. Sa mère l'emmène aussi occasionnellement dans la ville voisine, et Arthur est toujours heureux d'y être car cela lui permet d'en apprendre beaucoup sur ce monde. Il s'intéresse à tout des armes aux marchandises étranges trouvées dans ce monde, mais ce qui l'intrigue le plus, c'est la magie, et être en ville lui donne la meilleure chance de la voir de près. En dehors de ses visites, Arthur vit une vie paisible avec ses parents, et bien qu'il soit mal à l'aise d'être piégé dans le corps d'un nourrisson, il commence lentement à apprécier cette vie paisible. Ses parents s'occupent de tous ses besoins et cela lui rappelle son enfance à l'orphelinat dans sa vie antérieure, où il souhaitait désespérément avoir une famille, mais ses vœux ne se sont jamais réalisés. Un jour, Arthur voit son père pratiquer la magie pour renforcer son noyau de mana. Il est très enthousiaste à l'idée de le voir et d'apprendre de lui, mais son père parvient à peine à soulever quelques pierres du sol en utilisant son mana.
Arthur n'est pas impressionné parce que ramasser les pierres avec ses mains serait plus rapide, mais sa mère vient alors lui dire que ce n'était pas le meilleur coup de son père et qu'il est plus performant à partir du deuxième round. Le père d'Arthur concentre à nouveau son énergie pour impressionner sa femme cette fois et libère une série d'attaques puissantes qui font trembler la terre. Arthur est vraiment impressionné par les compétences de son père cette fois, et sa mère est sûre que lorsqu'il grandira, il deviendra également un guerrier puissant. Arthur veut essayer tout de suite, mais sa mère décide de l'emmener faire la sieste. Il passe devant la bibliothèque en chemin et Arthur supplie sa mère de le laisser lire les livres. Elle refuse catégoriquement, mais il lui lance un regard innocent et suppliant auquel elle ne peut résister. Finalement, elle le laisse seul avec les livres pendant qu'elle sort rejoindre son mari. Et Arthur commence à concentrer tout le mana de son corps pour former son noyau de mana, ce qu'il essaie de faire depuis 2 ans. Il sent qu'il est sur le point de percer et soudain son noyau de mana se forme à l'intérieur de son corps. En conséquence, une puissante explosion détruit la maison et le père d'Arthur est blessé en essayant de protéger sa femme. Ils paniquent tous les deux, craignant que leur fils ne soit en danger. Mais quand ils entrent, ils n'en croient pas leurs yeux en voyant Arthur flotter dans le ciel avec une lueur dorée. Arthur leur adresse un sourire suffisant, déclarant qu'il peut enfin utiliser la magie maintenant. Il se met à terre et commence à marcher vers eux quand soudain les décombres du toit tombent vers lui. Il panique, craignant que ce soit la fin de sa vie, mais ses 2 parents se jettent sur lui pour le protéger des débris qui tombent. Arthur réalise seulement après cela que ses parents ont le devoir de le protéger, mais quand il commence à pleurer, il est confus. Dans sa vie antérieure, il n'a jamais rien vécu de tel, et même les parents des autres enfants n'ont jamais montré d'autres émotions que de la fierté ou de la déception. Alors qu'il se demande ce qu'est ce nouveau sentiment, Arthur se met à pleurer, lui aussi s'accrochant instinctivement à sa mère. Quelques années passent après cela, et Arthur est maintenant un jeune garçon qui commence à apprendre les techniques de combat de son père Reynolds. Lui et son père se tiennent face à face dans le jardin où son père essaie de lui donner ses gants préférés, mais Arthur les refuse, car il sait qu'il n'a pas assez de force pour les manier à cet âge. Il prend à la place une épée en bois et son père fait de même. Arthur passe immédiatement à l'action, essayant de porter 3 attaques consécutives à son père, mais son père est beaucoup plus fort et bloque facilement chacune de ses attaques. Arthur réalise que son père utilise sa magie pour renforcer les bâtons. Il décide d'en faire autant et infuse son mana dans son épée en bois. Peu après, il court de nouveau vers son père qui est surpris quand l'attaque d'Arthur parvient à casser son bâton en 2. Arthur sourit et affirme que son bois est meilleur que celui de son père, mais son père rétorque que l'endurance compte plus. Quoi qu'il en soit, son père réalise qu'Arthur est un prodige, alors il prend la difficile décision de parler à sa femme d'envoyer Arthur hors de la ville chez un vrai tuteur. Sa mère Alice est complètement contre car elle ne veut pas que son doux fils lui soit arraché alors qu'il n'a que 4 ans. Reynolds soutient qu'à seulement 4 ans, le bois d'Arthur est beaucoup plus puissant que le sien, ce qui signifie qu'il devrait être entraîné par un guerrier accompli. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, Arthur intervient affirmant qu'ils devraient tous y aller ensemble. Même si cela semble être une idée assez stupide, les 2 parents sont immédiatement d'accord, probablement parce que la crise du logement n'a pas encore vraiment affecté leur monde. Quelques jours plus tard, les anciens compagnons d'Alice et Reynolds arrivent pour voyager avec eux, et Arthur se présente à chacun d'eux. L'ancienne équipe de ses parents était composée d'Adam, le chef Angela, la femme à forte poitrine Dyrd, l'homme d'apparence ordinaire Helen l'archère, et Jasmine, la fille Manic Pixie, qui semble se méfier d'Arthur pour une raison quelconque. Bientôt, il décide de se mettre en route, et Arthur apprend que ce monde utilise encore un mode de transport assez primitif comparé à son monde, où il prenait des Air-Uber pour aller partout. Un peu plus tard, il décide de s'asseoir pour manger un morceau, mais cela ne se passe pas très bien quand une horde de monstres loups surgit de la forêt à cause de l'odeur de la nourriture. Jasmine se lance immédiatement dans l'action, saisissant 2 dagues et sautant dans la mêlée, tailladant tous les loups qui se présentèrent devant elle, tandis que Reynolds, Adam et Helen tuent d'autres loups avec leurs propres armes. Pendant ce temps, Dyrd et Angela utilisent leur magie pour détruire complètement les bêtes restantes. Cette nuit-là, ils se régalent de la chair des monstres, et après un certain temps, Alice remarque que Reynolds saigne encore du bras et décide de le soigner. Le reste des membres du groupe se lèvent immédiatement de leur position et créent un cercle de protection autour d'eux, ce qui déconcerte Arthur. Mais ils découvrent vite qu'Alice est une mage très spéciale, dotée d'une magie de guérison extrêmement rare. En raison de sa rareté, Alice est constamment menacée d'être capturée, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont déménagé à la campagne afin de ne pas attirer l'attention. Heureusement, la magie de guérison fonctionne sans problème, mais après cela, Adam décide qu'il a besoin de faire de l'exercice et demande à Arthur de s'entraîner avec lui. Arthur accepte l'entraînement, tandis qu'Adam enveloppe la pointe acérée de sa lance avec du tissu pour éviter tout dommage.
Ils se préparent pour la séance d'entraînement et chargent leurs armes avec du mana. À la surprise d'Adam, Arthur décide de faire le premier pas en utilisant la magie pour améliorer sa vitesse, se déplaçant à la vitesse de l'éclair vers Adam avant de disparaître puis de réapparaître derrière lui, prenant Adam par surprise. Malheureusement, Arthur finit par glisser, ce qui donne à Adam le temps de réagir, et il se retrouve rapidement enfermé dans un échange intense. Tout le monde est choqué par la rapidité d'Arthur, mais au dernier moment, il est projeté en l'air à cause de son corps léger, et Angela est obligée de le sauver avec sa magie du vent. Il atterrit doucement au sol, tandis que le reste de l'équipe commence à gronder Adam pour avoir exagéré contre un si petit garçon. Adam essaie de se défendre, affirmant que le garçon est trop fort, mais personne ne l'écoute. Jasmine, en revanche, semble très intriguée par les compétences d'Arthur et commence à lui poser des questions sur les techniques qu'il utilise. Les jours suivants passent vite alors qu'Arthur s'entraîne, mange d'or et s'entraîne encore avec presque tous les membres du groupe apprenant les techniques de lance d'Adam, les pompes de Reynolds, le tir à l'arc d'Hélène et la course comme Usain Bolt de Jasmine qui semble avoir pris un certain goût pour le petit garçon. Elle essaie de l'attirer à une fête coquine en lui offrant une petite épée avec de l'huile pour bébé dessus, mais sa mère ne veut pas qu'Arthur se fasse cuisiner, alors elle le rappelle. Bientôt, ils reprennent leur voyage en charrette, quand soudain, ils sont forcés de s'arrêter dans des circonstances mystérieuses. Soudain, une volée de flèches s'abat sur eux et Arthur réalise immédiatement qu'ils sont attaqués par des bandits. Dyrd et Adam sautent immédiatement devant les charrettes, tandis qu'Angela utilise sa magie du vent pour repousser toutes les flèches qui s'approchent d'eux. Arthur jette un coup d'œil dehors et découvre qu'ils sont complètement encerclés de bandits de tous côtés. Le chef bandit laid ordonne à ses hommes de ne pas blesser Alice et Arthur et de se débarrasser de tous les autres, car ils peuvent être vendus très cher. Les bandits crient tous en signe d'accord et se jettent dans la zone de combat où Reynolds et son groupe commencent à les cuisiner. Un par un, tous les membres du groupe commencent à éliminer les bandits, et Arthur sait que son groupe est individuellement beaucoup plus fort, mais le problème commence à se poser lorsque les bandits essaient de les submerger par leur nombre. Les membres du groupe commencent à être épuisés par les combats constants, tandis que le chef bandit se lance dans un 1 contre Reynolds et le projette contre la charrette dans laquelle se trouve Arthur. La charrette est détruite alors qu'Alice essaie rapidement d'aider Reynolds, mais il lui dit de ne pas utiliser sa magie car cela ne ferait qu'aggraver la situation. Il se relève et dit à Arthur d'emmener sa mère en lieu sûr pendant qu'il s'occupe du chef bandit. Arthur veut évidemment se battre et affirme qu'il est assez fort pour gérer ses voyous, mais son père lui crie d'utiliser cette force pour protéger sa mère car elle a un enfant dans le ventre. Arthur se demande quand ils ont trouvé le temps de faire ça, mais décide de s'enfuir avec Alice malgré tout. Le chef des bandits essaie de les poursuivre, mais Reynolds l'attaque à nouveau, le forçant à se défendre. Arthur continue de courir, mais se retrouve vite bloqué par de nombreux ennemis. Heureusement, les membres de son groupe sont des professionnels et ils parviennent à éliminer tous les bandits sur son chemin un par un. Arthur les remercie pour leur aide et continue de courir à toute vitesse quand soudain, ils sont pris en embuscade par un mage qui les attaque avec sa magie du vent. Arthur décide de pousser sa mère en sécurité pendant qu'il encaisse le plus gros des dégâts, ce qui le propulse en l'air et par-dessus la falaise. Il décide qu'il ne va pas mourir seul et lance son couteau attaché à une corde sur son agresseur, l'entraînant avec lui. Dyrd et Angela essaient immédiatement d'utiliser leur magie pour sauver le jeune Arthur, tandis que sa mère hurle son nom, les larmes aux yeux. Mais pendant tout ce temps, Arthur se sent paisible, comme s'il avait accompli quelque chose. Il se demande si c'est ça le bonheur, quand soudain des larmes lui montent aux yeux, en réalisant qu'il allait être un grand frère, mais que cette vie lui a été arrachée. Quand Arthur ouvre les yeux après sa chute, il constate qu'il est toujours vivant. Il se demande où il est, quand soudain le sol sous lui se met à trembler alors que quelque chose d'énorme s'approche de lui. Arthur essaie de se relever pour voir ce qui arrive et il est absolument horrifié par un démon à l'air effrayant qui l'appelle par son nom. Arthur est terrifié par le démon, mais c'est un dur à cuire qui ne se laissera pas abattre sans combattre. Il se jette sur le démon pour l'attaquer, mais est repoussé doucement. Alors qu'il se relève, le démon lui dit qu'il a encore beaucoup à apprendre, puis l'assure qu'elle est une amie. Arthur ne comprend pas ce qui se passe et soudain, le démon commence à cueillir des fruits pour lui. Elle dit à Arthur qu'il doit manger avant qu'il ne puisse commencer à parler, car sinon elle ne répondra à aucune question. Arthur n'a d'autre choix que d'engloutir les fruits, puis il demande au démon si ses parents vont bien. Elle lui montre une scène de la route où ses parents et leurs amis ont combattu les bandits, et elle est jonchée de cadavres de bandits. Le démon dit à Arthur que tous ceux qu'il connaît sont vivants, et qu'ils ont repris leur voyage en toute sécurité il y a quelques jours. Arthur est ému aux larmes, alors qu'un soulagement envahit son cœur en entendant cela. Il demande ensuite au démon son nom afin de pouvoir la remercier correctement et elle se présente comme Sylvia. Quelques jours passent avec Arthur, toujours dans la grotte de Sylvia, mangeant les fruits pour se sustenter pendant que ses blessures guérissent.
Il veut rejoindre ses parents dès que possible, mais Sylvia lui dit que ce n'est pas si facile, car il devra traverser la forêt qui est remplie de monstres dangereux et de hors-la-loi. Cependant, elle a un autre moyen de réunir Arthur avec sa famille, mais cela implique de créer un trou dans le tissu espace-temps et prend beaucoup de temps. Arthur comprend cela, et pendant que Sylvia prépare le trou dans l'espace-temps, il continue à perfectionner ses compétences. Il comprend maintenant que même si Sylvia ressemble à un démon, elle est vraiment gentille, et plus que cela, elle se soucie beaucoup de lui en particulier. Un jour, alors qu'Arthur travaille sur son noyau de mana, Sylvia décide de lui enseigner une astuce que les humains ne connaissent pas. Elle rassemble du mana de l'air et forme une boule dans sa main, surprenant Arthur qui n'a jamais rien vu de tel auparavant. Sylvia lui dit que la plupart des humains pensent qu'ils peuvent soit rassembler du mana, soit l'utiliser, mais dans la nature de nombreuses créatures peuvent faire les deux en même temps. Elle propose d'enseigner l'astuce à Arthur, mais avant cela, elle veut savoir ce qu'il fera une fois qu'il sera devenu plus fort après l'avoir apprise. Arthur y réfléchit longuement, puis déclare qu'une fois qu'il sera devenu plus fort, il tuera tous ceux qui essaieront de nuire à son peuple. Mais Sylvia n'aime pas cette réponse et le repousse. Arthur se fâche, mais Sylvia lui dit qu'il a échoué à son test parce qu'elle ne va pas enseigner à quelqu'un avec des tendances violentes aussi dérangées. Arthur est confus parce que la seule chose qu'il a apprise dans sa vie passée, c'est qu'on devient plus fort pour tuer ses ennemis. Cependant, quand Sylvia lui demande s'il aime penser à la violence tout le temps, Arthur se tait. Sylvia lui dit alors qu'il existe d'autres façons d'utiliser la force que la violence et qu'elle ne voudrait pas qu'il gâche sa vie dans la rage et la violence. Ces mots touchent une corde sensible chez Arthur, et il a l'impression que Sylvia sait tout de sa vie passée. Elle répète ensuite sa question initiale et lui demande ce qu'il fera une fois qu'il sera plus fort, et cette fois, Arthur répond qu'il protégera les gens qui lui sont chers. Sylvia est satisfaite de cette réponse, et elle commence à enseigner à Arthur comment utiliser la magie tout en la recueillant directement dans son environnement. Arthur l'apprend très vite aussi, mais au moment où il court montrer à Sylvia qu'il y arrive, elle le frappe sur le côté de la grotte et l'enterre sous des rochers. Arthur est confus, mais Sylvia lui parle par télépathie et lui dit de ne faire aucun bruit. Quelques instants plus tard, un autre démon comme Sylvia arrive et lui dit de revenir avec lui. Elle refuse de partir avec lui, alors le démon lui tire une boule d'énergie. Arthur est inquiet, mais Sylvia l'assure qu'elle ira bien. Elle se relève pour se battre et libère toute sa puissance, brisant son corps de démon et se transformant en un dragon blanc. Elle tire ensuite un hyper-rayon sur le démon qui parvient à peine à le bloquer. Il l'avertit qu'utiliser une si grande puissance lui coûtera cher, mais Sylvia lui dit qu'elle n'a aucun regret dans sa vie. Le démon annule son attaque d'une manière ou d'une autre, puis la bombarde de ses boules d'énergie noire, dont certaines touchent la grotte. Sylvia est distraite alors qu'elle essaie de s'assurer qu'Arthur est en sécurité, et le démon décide de l'assommer avec une grosse attaque. Sylvia réalise qu'Arthur sera en danger à cause de cette menace, alors elle décide de tout risquer pour qu'il puisse s'échapper. Elle utilise tout son pouvoir pour arrêter le temps, puis appelle Arthur à l'extérieur, lui disant qu'il doit rentrer chez lui maintenant. Elle ouvre un trou dans l'espace et le temps lui disant que ça ne le mènera pas directement à sa famille, mais qu'il est maintenant assez fort pour survivre seul pendant qu'il les cherche. Arthur réalise que Sylvia se sacrifie pour lui et son cœur se brise à cause de ça, mais elle lui fait promettre d'utiliser son pouvoir pour protéger les gens qu'il aime. Elle lui donne ensuite quelques cadeaux d'adieu sous la forme d'un œuf de cristal et d'une plume lui demandant d'en prendre bien soin. Après cela, elle embrasse Arthur et soudain, il a des tatouages dorés sur ses deux bras. Sylvia lui dit qu'il apprendra leur signification et leur but quand le moment sera venu, mais pour l'instant, c'est un adieu. Elle lui dit ensuite qu'elle n'avait pas vraiment besoin de tout ce temps pour préparer un portail pour le renvoyer chez lui et qu'elle a retardé le processus exprès parce qu'elle a apprécié les quelques jours qu'elle a passés avec lui. Arthur se met à pleurer en entendant cela, puis il réalise qu'il n'est pas assez fort pour la protéger en ce moment même s'il a promis qu'il protégerait tous ceux qu'il aime. Sylvia lui dit que leur promesse ne s'applique pas dans cette situation et lui dit de se dépêcher. Il lui dit qu'il se fiche qu'elle soit un dragon ou un démon parce qu'elle est de sa famille et qu'on n'abandonne jamais sa famille. Sylvia dit à Arthur qu'il a déjà une maman, alors il décide de l'appeler grand-maman et le dragon se met à pleurer en entendant ça. Elle pousse ensuite Arthur vers le portail et il emporte l'œuf et la plume avec lui. Mais juste au moment où il entre dans le portail et se retourne pour dire un dernier adieu à Sylvia, il se retrouve entraîné au loin. Une fois qu'il est parti, Sylvia libère son pouvoir et rétablit le temps normal dans la grotte et se fait immédiatement frapper par l'attaque du démon. Elle tombe au sol, mais alors qu'il s'approche d'elle, confiant de sa victoire, Sylvia lui joue un tour et le pulvérise à bout portant avec toute sa puissance. De son côté, Arthur voyage à travers le portail où il entend à nouveau la voix de Sylvia. Elle lui dit qu'il a le droit d'être triste, mais qu'il doit travailler dur pour transformer cette tristesse en bonheur un jour. Arthur lui dit qu'il ne peut pas le faire, mais Sylvia répond qu'elle sait qu'il en est capable parce qu'il était le roi le plus fort de l'histoire. Arthur est choqué d'apprendre qu'elle connaît son ancienne vie, et il veut demander à Sylvia si c'est elle qui l'a amené dans ce monde.
Mais avant qu'il ne puisse le faire, il sort du portail. Après qu'Arthur ait fini de pleurer, Sylvia il se lève et place l'œuf de cristal dans sa sacoche. Il regarde alors autour de lui et constate qu'il se trouve dans une forêt dense et pleine de dangers. Arthur entend soudain une fille crier au loin et il saute à travers les arbres pour la chercher. Il trouve bientôt une bande de bandits en train d'enlever une elfe et de parler de la façon dont ils peuvent gagner beaucoup d'argent en la vendant à Epstein Island. Cela lui rappelle l'époque où son groupe a été attaqué par les bandits et ils avaient prévu de lui faire la même chose. Il est furieux de voir l'elfe se faire enlever, mais fidèle à sa promesse à Sylvia, il ne laisse pas sa rage le consumer. Au lieu de cela, il décide de suivre les bandits, car ils le mèneront sûrement à la colonie humaine la plus proche. Le soir, lorsque les bandits font une pause, ils commencent à parler de s'amuser avec la fille avant de la vendre, et c'est là qu'Arthur fixe la limite. Il commence à rassembler du mana pour s'occuper de ses fichiers PDF, puis remarque qu'il contrôle des monstres sauvages à l'aide de colliers magiques. Il jette des noix aux bêtes, ce qui les alerte et les fait hurler bruyamment. Les bandits paniquent parce que cela peut attirer toutes sortes de monstres vers eux et l'un d'eux se précipite immédiatement pour les maîtriser. Arthur attendait ce moment et il crée une lame de mana autour de sa main avant d'aller derrière le bandit et de le taillader. Il vole le couteau du bandit et juste à ce moment-là, un autre type arrive à sa recherche. Arthur le tue avant qu'il ne puisse faire un bruit, mais il constate que son corps manque d'endurance pour autant bouger. Avant même qu'il ait le temps de se détendre, un troisième bandit arrive à la recherche de ses amis et Arthur l'attaque immédiatement. Cependant, il ne peut que blesser sa jambe et le bandit appelle son ami, lui disant de faire attention, car ils ont un jeune mage avec eux. Le quatrième bandit s'excite, car les utilisateurs de magie d'un si jeune âge sont rares et il peut gagner beaucoup d'argent en le vendant. Il décide de ne pas le blesser et pose son épée pour utiliser la magie à la place. Il se jette ensuite sur Arthur avec ses griffes imprégnées de magie qui écrasent le sol sous eux. Arthur esquive l'attaque d'une manière ou d'une autre puis essaie de donner un coup de pied au bandit, mais il est plus rapide que lui. Arthur lui lance le couteau avec un fil attaché au bout, mais le bandit expérimenté l'attrape rapidement et se précipite vers lui. Il donne un coup de pied au garçon avec assez de force pour le faire tomber, puis le tient la tête en bas, mais Arthur utilise alors la magie du feu sur sa jambe, forçant le bandit à le lâcher. Avant que le bandit ne puisse se rétablir, Arthur lui relance le couteau et cette fois, il l'enroule autour de son cou pour qu'il ne puisse pas esquiver la lame qui lui perce le front. Arthur s'occupe ensuite du dernier bandit et libère la jeune elfe qui lui rappelle quelqu'un de son passé. Il sort rapidement de ses souvenirs et dit à la jeune fille qu'elle est libre de rentrer chez elle maintenant, mais elle s'inquiète en voyant ses blessures. Arthur lui dit que ce n'est rien de grave, puis recouvre les cadavres pour que la jeune fille ne voie pas cette scène horrible. Elle est toujours curieuse à leur sujet, alors il lui dit qu'ils ont eu un accident et qu'ils ne la dérangeront plus. Arthur trouve ensuite des bagages dans la calèche et dit à la jeune fille de rentrer chez elle maintenant, mais elle lui prend la main parce qu'elle a peur. Elle le supplie de l'emmener avec lui et il décide d'avoir pitié d'elle et l'autorise à l'accompagner. Il se tourne ensuite vers les monstres réduits en esclavage et décide de mettre fin à leur souffrance, car il ne semble pas judicieux de les libérer. La jeune elfe, quant à elle, décide de libérer les loups à cornes, car les elfes respectent toutes les formes de vie, et si elle ne libère pas les monstres, ils mourront. Arthur la met en garde, mais elle est sûre que les monstres ne les attaqueront pas. Elle les libère et les monstres partent vraiment pacifiquement, ce qui amène Arthur à s'émerveiller de la connexion de la jeune fille avec la nature. Après ça, il décide de la raccompagner chez elle, et alors qu'il s'arrête pour faire une pause, il apprend qu'elle s'appelle Tesha. Il prépare de la nourriture et lui dit de manger même si elle n'a pas faim, car cela l'aidera à reprendre des forces, et ces mots lui rappellent Sylvia. Quoi qu'il en soit, il remarque que Tess chipote avec la nourriture, parce qu'elle n'a pas bon goût et exige de manger quelque chose de sucré. Arthur pense qu'il devrait apprendre d'elle comment faire semblant d'être un enfant normal, car c'est la première enfant de son âge qu'il rencontre. Tess lui demande alors ce qu'il fait ici et Arthur lui répond qu'il a été séparé de ses parents. Ils continuent leur voyage pour trouver le village des elfes et cela prend beaucoup plus de temps qu'Arthur ne l'aurait souhaité. Tess n'arrête pas de lui parler de son village et Arthur apprend que la vie des elfes est très différente de celle des humains. Soudain, il sent un loup à cornes les suivre et il décide de le tuer. La nuit, il dit à Tess de dormir dans la tente pendant qu'il monte la garde dehors, puis il se met à regarder l'œuf de cristal que Sylvia lui a donné. Alors qu'il se demande ce que c'est vraiment, Tess l'appelle et lui demande de venir dans la tente. Elle promet qu'elle ne dira pas à sa famille qu'il a dormi avec elle, mais Arthur lui dit qu'il va bien dehors. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre que Tess a peur d'être seule dans la tente et il décide de satisfaire sa requête et entre dans la tente. Là, Tess accuse tous les humains d'être des pervers qui ont plusieurs femmes et Arthur souhaite juste que ce soit vrai. Il demande à Tess qui lui a dit ça et elle lui répond que c'est son grand-père. Arthur nie l'accusation, disant que seuls les nobles ont assez d'argent pour entretenir plusieurs femmes, mais Tess s'endort au milieu de sa réponse.
Le lendemain, ils reprennent leur voyage et Tess commence à se sentir de plus en plus à l'aise avec Arthur. Ça l'agace un peu parce qu'il veut se dépêcher de retrouver sa famille et puis un autre problème survient. Il commence à ressentir une douleur aiguë dans son monocœur qui l'affaiblit tellement qu'il ne peut même plus marcher et Tess court dans la forêt pour trouver des herbes qui peuvent le soigner. Alors qu'Arthur est assis, seul, essayant d'endurer la douleur, le loup cornu qu'il a libéré plus tôt s'approche de lui. Arthur panique, pensant que le monstre a choisi de l'attaquer alors qu'il est au plus faible, et c'est à ce moment-là que Tess revient avec les herbes. Il lui dit de rester à l'écart parce que le monstre est là pour les attaquer, mais au lieu d'attaquer le monstre, laisse un sanglier mort sur le sol et retourne dans la forêt. Arthur est vraiment confus, mais Tess lui dit avec enthousiasme que la bête voulait lui rendre l'appareil pour lui avoir sauvé la vie. Manger la viande de sanglier permet à Arthur de se sentir mieux, puis Tess lui dit qu'elle n'a pas trouvé d'herbe, mais qu'elle a trouvé des champignons que les femmes de son village mangent tout le temps. Arthur les mange sans trop réfléchir, mais il a ensuite une mauvaise crise de diarrhée. Après ça, ils retournent à la tente et Tess commence à raconter à Arthur les histoires des royaumes humains et nains qu'elle a entendus de son grand-père. Elle dit qu'elle veut vraiment voir ces royaumes, mais apparemment, ils sont pleins de mauvaises personnes, donc elle ne peut pas y aller et les étrangers ne sont pas autorisés dans le village elfe. Arthur n'entend que la moitié de ce qu'elle dit, car sa fatigue le rattrape et il s'endort. Le lendemain, la douleur d'Arthur revient, mais il la supporte tant bien que mal, parce que le village elfe est proche. Tess dit à Arthur qu'ils sont déjà amis maintenant, mais il ne sait pas comment répondre à ça parce qu'il n'a jamais eu d'amis, et les choses deviennent gênantes entre eux. Arthur commence à se souvenir de la personne qui était le plus proche d'un ami dans son ancienne vie, et comment il l'a tué quand soudain Tess se met à crier d'excitation en voyant la porte du village elfe. Arthur est choqué de la voir, mais Tess tend la main vers lui en lui disant de venir avec elle. Il prend sa main et se rend au village elfe où un groupe de gardes arrive immédiatement sentant un intrus. Arthur ne comprend même pas ce qui se passe quand les gardes l'arrêtent, et voyant un regard indifférent dans les yeux de Tess, il se demande ce qui va lui arriver maintenant. Quand Arthur voit Tess rester silencieuse malgré ses supplications, il réalise qu'il a eu tort de lui faire confiance si vite. Même si elle l'a appelé son ami dans la forêt, Arthur pense que les mots ne veulent absolument rien dire dans des situations comme celle-ci. Il panique pensant qu'il aurait dû être plus prudent et les soldats elfes sortent leurs armes pour le tuer. Tess réagit immédiatement en réalisant ce qui se passe et demande aux gardes de s'arrêter. Ils lui disent qu'Arthur est un humain dangereux et qu'ils doivent l'éliminer avant qu'il ne leur fasse du mal. Tess leur dit qu'Arthur est son ami qui l'a sauvé, mais le garde refuse de la croire. Au lieu de cela, il accuse Arthur de lui avoir lavé le cerveau quand soudain, une voix puissante lui dit de se taire. Soudain, un portail apparaît devant eux et un vieil elfe en sort ordonnant aux soldats de relâcher le garçon immédiatement. Alors que Tess va s'enquérir d'Arthur, elle s'en prend aux soldats qui le menaçaient, mais le vieil elfe, qui est son grand-père, lui dit que leur réaction était justifiée, étant donné qu'un humain était venu dans leur royaume avec la princesse disparue. L'elfe se présente ensuite comme Virion, l'ancien roi des elfes, et remercie Arthur d'avoir sauvé sa petite fille ainsi que la princesse de leur royaume. C'est une nouvelle pour Arthur, et il a du mal à croire que cette cruche soit une princesse, mais elle lui adresse un sourire suffisant. Virion lui demande si elle n'a pas parlé de son statut royal à son ami, et bien que Tess dise que oui, Arthur peut parier qu'elle ne l'a pas fait. À ce moment-là, ses parents arrivent et Tess court dans leurs bras. Son père regarde Arthur et comme tout elfe raciste, il ordonne aux soldats de le tuer immédiatement. Mais Virion explique que bien qu'étant un humain, Arthur a sauvé Tess et l'a escorté chez elle. Tess prend également sa défense et force son père à laisser Arthur venir dans leur château. Virion dit à Arthur qu'ils doivent discuter plus tard et il sent une mystérieuse puissance émanant du vieil elfe. Sur ce, Tess prend la main d'Arthur et se met à courir à travers la ville. Il est émerveillé de voir ça, mais les elfes continuent de le regarder avec colère et haine à cause de leur longue histoire de guerre avec les humains. Arthur n'est pas préoccupé par cela, mais il est préoccupé par l'expression froide sur le visage de Tess lorsqu'il lui a demandé de l'aide pour la première fois. Il est également confus par sa douleur à la poitrine et décide d'être plus prudent à l'avenir. Bientôt, ils atteignent le château et Tess demande à toutes les servantes de servir Arthur avec tout ce qu'elles ont. Elle commence à planifier son séjour chez elle, mais Arthur pense qu'il devrait parler à ses parents de leur voyage avant toute chose. Ils lui permettent de leur parler, mais Tess lui fait asseoir à table et commande également du thé et des collations avant qu'ils ne puissent continuer. Arthur se demande s'il est normal qu'un humain reçoive un tel traitement, puis le père de Tess, Alduin, se présente avec sa femme Myrial. Arthur se présente correctement et les salue. Alduin est très impressionné par ses manières malgré ses origines modestes. Sur ce, Arthur commence à raconter comment il a sauvé Tess des marchands d'esclaves et sa famille est furieuse en l'apprenant. Ils se mettent à maudire les humains pour cela aussi, mais Arthur leur dit de maudire la profession et non la race. Virion lui demande comment il a libéré Tess des marchands d'esclaves et Arthur révèle qu'il est un mage.
Le roi a du mal à croire qu'il ait pu vaincre les marchands d'esclaves, et les soldats elfes le font savoir encore plus fort. Ils accusent Arthur de tromper Tess une fois de plus, mais Virion leur dit de rester en arrière jusqu'à ce qu'on leur en donne l'ordre. Tess s'avance également pour soutenir Arthur, racontant ce qu'elle a entendu dire aux méchants. Sa mère la serre dans ses bras pour la réconforter, puis son père dit à Arthur qu'il croit son histoire. Arthur demande alors à Aldwin de le renvoyer dans sa famille pour le remercier d'avoir sauvé la vie de sa fille, mais il juge cette demande déraisonnable. Il dit qu'il ne veut pas aider les humains barbares, mais Arthur répond que s'il agit ainsi, il se comportera lui-même comme un barbare. Aldwin est mis au pied du mur en entendant cela, mais il refuse toujours d'aider Arthur. Soudain, Tess commence à le fixer pour le faire chanter émotionnellement. Aldwin cède rapidement et dit à Arthur que normalement la porte du royaume humain ne peut être ouverte qu'une fois tous les 7 ans, mais qu'ils ne peuvent pas le garder ici si longtemps, alors il enverra des soldats pour l'escorter chez lui. Arthur est heureux d'entendre cela, mais soudain la douleur dans sa poitrine revient avec une intensité plus forte que jamais. Il endure tant bien que mal la douleur tout au long de la journée, et la nuit, il se rend sur le balcon de sa chambre pour prendre l'air. Il voit Tess jouer joyeusement avec ses parents dans une pièce voisine, et cela lui rappelle ses propres parents. Arthur se demande s'ils vont bien, même s'il croit qu'ils sont assez forts pour survivre à l'attaque des bandits. Il lui manque et il se demande s'ils seront aussi heureux de le revoir que les parents de Tess le sont en ce moment. Il devient de plus en plus triste à force de penser à eux et Tess le remarque. Elle court immédiatement le voir et s'excuse au nom de sa famille pour la façon dont tout le monde s'est mal comporté avec lui. Arthur répond que ce n'est rien, puis il taquine Tess en lui disant de retourner auprès de sa famille et de se faire gâter. Tess est vexée par cela et lui dit que ses parents le traiteront de la même manière une fois qu'il sera de retour auprès d'eux, et cela inquiète encore plus Arthur. Il cherche la confirmation auprès de Tess en lui demandant si ses parents seront vraiment heureux de le revoir malgré tout. Tess lui prend soudainement le visage entre les mains et lui dit qu'il est évident que ses parents vont lui manquer parce qu'il n'est pas avec eux. Elle lui dit qu'il lui manque déjà parce qu'il rentre bientôt chez lui et Arthur reste sans voix. À ce moment-là, les pétales lumineux d'une fleur qui ressemblent à des lucioles commencent à flotter dans l'air et tous deux se perdent dans l'admiration de leur beauté. Soudain, Arthur se souvient du regard froid sur le visage de Tess et il se demande si quelque chose n'allait pas chez elle à ce moment-là ou s'il avait des hallucinations. Il décide d'arrêter d'y penser et de vivre l'instant présent pendant un petit moment quand soudain, il sent une attaque arriver vers Tess. Il bloque rapidement l'attaque et se précipite ensuite vers l'attaquant pour découvrir qu'il s'agit de Virian. Arthur s'en prend au vieil elfe en lui demandant s'il voulait tuer sa petite fille, mais Virian lui demande s'il peut vraiment tuer quelqu'un avec des pétales. Arthur ouvre ses mains et y trouve des pétales lumineux, puis Virian le félicite d'avoir bloqué l'attaque et d'avoir réagi immédiatement. Il est maintenant sûr qu'Arthur a bien combattu les marchands d'esclaves, mais Tess se fâche car elle pense que son grand-père brutalise son ami. Cependant, Virian lui assure qu'il n'a pas l'intention de brutaliser qui que ce soit et qu'il trouve juste Arthur assez intéressant. Il invoque une petite épée en bois et la passe à Arthur pour tester ses compétences avant de déposer Tess sur la pelouse. Virian fait signe à Arthur de commencer et il se précipite immédiatement sur lui. Il essaie de frapper le vieil elfe mais constate qu'il est très rapide. Peu importe à quel point Arthur augmente sa vitesse en utilisant la magie, il ne peut pas porter un seul coup à Virian. Le vieil elfe bloque alors une de ses attaques, brisant son épée au passage. Un morceau de l'épée vole droit vers Tess et Arthur lance la poignée de l'épée pour le dévier. Virian est décontenancé par son talent et Arthur profite de cette occasion pour tenter de le vaincre avec une explosion corporelle. Cependant, Virian la bloque par pur instinct. Arthur ne veut pas abandonner non plus et il le charge à nouveau, le frappant au front. Virian est vraiment impressionné qu'Arthur ait réussi à le toucher et il lui dit de se préparer pour le deuxième round, mais Tess l'attaque soudainement par derrière et lui dit d'arrêter de brutaliser son ami. Virian lui dit qu'il ne brutalise personne et qu'au contraire, s'il se retenait, c'est Arthur qui le brutaliserait. Arthur pense que le vieil homme ne croit pas vraiment ce qu'il dit, mais il le remercie poliment de le surestimer. Virian lui dit qu'il ne le surestime pas et que s'il est vraiment reconnaissant, il devrait devenir son élève. Arthur est choqué par cette offre sortie de nulle part et il dit à Virian qu'il ne peut pas rester ici parce que ses parents s'inquiéteront. Le vieil elfe répond qu'il existe un moyen de faire savoir à ses parents qu'il est en sécurité ici et avant même qu'Arthur puisse poser la question, la douleur thoracique réapparaît, le mettant à genoux. Virian l'avait déjà remarqué plus tôt et maintenant il est sûr qu'Arthur a hérité d'une volonté de bête. Il dit au garçon de devenir son élève, sinon il va perdre la vie avant même d'avoir la chance de rencontrer ses parents. Plus tard dans la nuit, alors qu'Arthur dort, il ressent soudainement la même douleur aiguë dans sa poitrine. Il essaie de la maîtriser, mais la douleur ne cesse d'augmenter jusqu'à ce qu'elle déchire son corps et se manifeste devant lui. Arthur ouvre les yeux et voit une silhouette sombre se profiler au-dessus de lui menaçante.
Il a instinctivement peur du monstre sombre, mais au fond de lui, il commence à l'analyser comme un thérapeute. Il se demande si le monstre est la personnification de son anxiété ou de ses lourdes responsabilités et se met à crier alors que le monstre s'approche de lui, mais il entend alors Tess lui dire de se réveiller. Quand Arthur se réveille de son cauchemar, il voit Tess assise sur lui souhaitant joyeusement un bon matin. Arthur ne veut pas voir son visage agaçant dès le matin et il lui dit de le laisser tranquille parce qu'il n'a même pas pu bien dormir à cause du monstre dans ses rêves. Il essaie de se rendormir, mais Tess se fâche en pensant qu'il la traite de monstre. Elle lui dit de se réveiller parce que son grand-père l'attend. Elle le tire du lit et Arthur n'a pas d'autre choix que de se préparer. Tess lui demande alors s'il va vraiment rester avec elle et il répond qu'il n'en est pas encore sûr. Mais Virion a quelque chose à lui montrer qui pourrait le faire changer d'avis et Arthur veut prendre sa décision après ça. Peu après, Arthur et Tess sortent où le roi Aldouin essaie de convaincre Virion qu'un humain ne peut pas être autorisé à rester dans le royaume des elfes. Cependant, Virion n'écoute pas ses arguments et monte dans sa calèche en disant qu'il apprécie Arthur et que le débat est clos. À ce moment-là, Tess saute aussi dans la calèche avec son mélodrame habituel « Arthur m'a sauvé la vie », mais son père lui dit de se taire parce qu'il n'est plus question d'elle. Virion lui dit de se taire et invite les enfants dans sa calèche. Ensemble, ils partent rendre visite à un ami du vieil elfe. Virion et Tess commencent à méditer dans la calèche et Arthur s'ennuie. Alors il demande à Virion combien de temps va durer le voyage. À ce moment-là, Tess tombe sur son épaule parce qu'elle dormait et ne méditait pas. Et Virion dit qu'elle s'est réveillée tôt aujourd'hui parce qu'elle voulait venir avec eux. Il dit que comme Tess est la seule héritière du trône royal, elle n'a jamais eu de vrais amis de toute sa vie. Elle ne fait pas facilement confiance aux gens et cache ses émotions à la plupart, mais elle est vraiment à l'aise avec Arthur. Virion remercie Arthur pour ça, car quand Tess est avec lui, elle sourit librement. Arthur est impressionné que Virion soit si humble qu'il puisse remercier un enfant, et cela lui donne la confiance qu'il peut faire confiance au vieil elfe. Bientôt, leur carrosse s'arrête devant une maison isolée de la société, et Arthur est curieux de voir l'homme qui peut faire voyager même l'ancien roi jusqu'à sa maison. Soudain, Virion marche vers la porte et la frappe du pied criant à son ami à l'intérieur de sortir. Il s'approche ensuite pour voir si quelqu'un arrive, mais son ami ouvre la porte en plein sur son visage et lui dit d'arrêter de crier. Virion la présente ensuite comme Rinea, son ancienne amie et une sorcière aux compétences uniques. Il dit qu'elle peut aider Arthur avec ses pouvoirs et elle dit à tout le monde d'entrer pour qu'il puisse commencer immédiatement. La maison de Rinea est pleine de livres et Arthur se demande comment une intello comme elle va pouvoir l'aider. Il dit que grand-père Virion lui a dit qu'elle avait un sort qui pouvait l'aider à contacter ses parents et Rinea rit disant à Virion qu'il est bien trop gentil avec le gamin. Elle dit ensuite à Arthur qu'elle est une devineresse, ce qui signifie qu'elle peut voir le passé et le futur. Elle active ses pouvoirs et découvre qu'Arthur est si spécial qu'elle ne peut pas voir son vrai passé. Cependant, elle sait qu'il n'est pas là pour une prophétie, mais pour revoir ses parents et leur faire savoir qu'il va bien. Arthur acquiesce et Rinea lui dit alors d'imaginer ses parents aussi clairement que possible, tout en se penchant au-dessus d'un seau d'eau. Arthur concentre toutes ses cellules cérébrales pour imaginer ses parents devant lui. Pendant ce temps, ses parents déjeunent dans leur nouvelle maison en ville. Alice prépare un ragoût et le sert à Reynold en lui disant qu'Arthur adorait ce ragoût aussi. Elle devient soudainement triste et nostalgique car aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Arthur et il n'est plus avec eux. Elle se souvient à quel point elle était dévastée le jour où il a sauté de la falaise et Reynold se rappelle aussi qu'il s'était saoulé à en perdre la raison après avoir perdu son fils parce qu'il se sentait coupable. Heureusement, ses amis étaient là pour l'aider à sortir de cet état. Bientôt, ils arrivent dans ville et les membres de leur groupe leur disent au revoir en rentrant chez eux. Reynold est devenu soldat pour gagner sa vie puis a acheté une maison en ville. Alice et lui essaient de vivre normalement maintenant, même si Arthur leur manque énormément. Ils sont émus quand ils pensent à lui, mais soudain, ils entendent la voix d'Arthur qui les appelle. Ils se lèvent tous les deux de leur siège complètement surpris, et Arthur leur dit que ce n'est pas l'effet des champignons magiques dans le ragoût, et qu'il leur parle vraiment. Il leur dit qu'il est vivant et en bonne santé, et qu'il vit actuellement dans le royaume des elfes. Il explique qu'il utilise un sortilège spécial pour les contacter, et même s'il veut vraiment rentrer à la maison, il ne peut pas le faire pour le moment. Arthur révèle que quelque chose ne va pas avec son corps et qu'il a besoin d'un traitement. Mais il promet qu'une fois le traitement terminé, il se précipitera à la maison. Ses parents sont émus aux larmes en apprenant qu'il est vivant et Arthur leur dit de prendre soin d'eux jusqu'à la prochaine fois qu'ils pourront parler. Ils s'étreignent et Arthur leur dit qu'il les aime vraiment. Il se met à pleurer et comme ses larmes tombent dans le seau, sa concentration et le sortilège de Rinea sont rompus. Une fois cela fait, Arthur se calme et demande à Varian de l'accepter comme son élève. Bientôt ils arrivent au palais et Varian ordonne à son fils de déclarer qu'Arthur va être son élève. Alduin n'en est pas sûr, mais Varian déclare qu'il prendra l'entière responsabilité si des problèmes surviennent à cause d'Arthur.
Eh bien, Aldouin et sa femme cèdent en entendant sa décision ferme, et ils accueillent Arthur dans leur royaume officiellement. Ils s'excusent même de ne pas l'avoir traité aussi bien qu'ils auraient dû plus tôt, et Arthur réalise que le roi des elfes ne peut toujours pas tenir tête à son père. Il est heureux de l'apprendre et il serre la main d'Aldouin, acceptant son accueil. Soudain, Tess les interrompt, disant à son père que s'il accepte vraiment Arthur comme invité, il devrait le laisser jouer dehors avec elle, parce qu'elle veut lui faire visiter la ville. Il ne peut pas lui dire non, et bientôt Tess entraîne Arthur à travers le marché, lui parlant des différents types de produits alimentaires qu'ils vendent. Arthur heurte accidentellement un elfe blond et s'excuse immédiatement, mais ce sale raciste le traite de répugnant et dit qu'il a maintenant des germes humains sur lui. Il se met à faire des simagrées devant Arthur sans raison et dit que ce n'est pas parce qu'il a été accepté par Varian qu'il ne restera pas toujours un étranger. Arthur ne comprend pas le problème de ce type et bientôt d'autres enfants commencent aussi à lui dire de retourner au royaume humain. Tess lui dit de ne pas faire attention à ces connards racistes, mais Arthur se sent un peu espiègle. Le blond Fay lui donne l'occasion de se venger en affichant son statut de noble et en demandant à Tess de le laisser l'escorter à la place d'un humain. Bien que Tess refuse son offre, Arthur fait immédiatement comme s'il connaissait le nom de Fay et le fait qu'il soit un ponte. Cependant, il prononce délibérément mal son nom, puis se montre humble avec sarcasme, ce qui l'énerve. Fay ne se laisse pas faire et jette son mouchoir par terre, défiant Arthur en duel. Tess essaie de l'arrêter, disant que même s'il est noble, il ne sera pas épargné s'il cause des problèmes avec l'élève de son grand-père. Fay lui dit que son père lui a appris à ne jamais laisser quiconque s'en tirer après l'avoir insulté. Il provoque Arthur lui demandant s'il va s'enfuir comme un lâche, car ses actions reflètent aussi l'honneur de son professeur. Cependant, Arthur est surpris car un duel semble être une chose très courante dans le pays des elfes et personne n'essaie de les arrêter. Bon Arthur décide d'accepter le duel et Tess devient l'arbitre. Dès qu'elle donne le signal de départ, Fay court vers Arthur, qui se contente de lui donner un coup de poing. Fay est assommé d'un seul coup et Arthur se sent déçu car il s'attendait à mieux après tout ce baratin. Tess dit que ça devait arriver comme ça, puis elle prend la main d'Arthur et s'enfuit avec lui pour éviter l'agitation. Ils prennent des collations au marché, visitent la bibliothèque et quelques boutiques, puis ils retournent au palais pour se détendre. Tess demande à Arthur s'il est impatient de commencer son entraînement, mais il ne semble pas très intéressé à en parler. Plutôt, Varian lui avait clairement dit que son entraînement serait très dur, mais que s'il pouvait l'endurer, il verrait d'excellents résultats. Malgré cela, Arthur a accepté de suivre l'entraînement et il finit par montrer une certaine excitation à Tess. Il lui dit qu'il est vraiment emballé par l'entraînement et qu'il travaillera dur pour prendre son avenir en main. Tess répond qu'elle travaillera dur aussi et Arthur lui demande ce qu'elle veut faire. Elle dit qu'elle va juste travailler dur pour rivaliser avec lui sans autre raison. Le lendemain, l'entraînement d'Arthur sous la direction de Varian commence et 3 années passent en un éclair. La relation entre Tess et Arthur est toujours la même et elle continue de venir réveiller Arthur tous les matins. Mais maintenant, elle utilise du mana sur ses pieds, ce qui lui cause une douleur immense et le fait se réveiller en hurlant et en se plaignant. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran.